Clapas. 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 Aujourd'hui, dans Port du casque obligatoire, les élèves du collège Jean Moulin de Sète rencontrent le capitaine de police Romero. Bonjour messieurs, pourriez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Alors, je suis le capitaine Romero, je suis affecté au service de voie publique de la ville de Sète et je suis précisément tout ce qui correspond à un officier de voie publique pour tout ce qui est tenue et les effectifs en BAC aussi, en brigade anticriminalité. Quel est votre métier ? Alors, je suis policier de la police nationale. Vous avez plusieurs polices en France, la police municipale, la gendarmerie et la police nationale. Et je fais partie de la police nationale. Pourquoi avez-vous fait le choix de ce métier ? Alors, j'ai choisi ce métier pour être utile à la population, pour être utile à mon pays. Bon, c'est un petit peu des réponses un peu bateau qu'on vous entendrez souvent. Mais profondément, je pense que je suis profondément généreux dans... l'humanité en fait, disons. Je suis rentré à la police parce que je ne supportais pas l'injustice. Quelqu'un qui se fait voler, il vit une injustice. Quelqu'un qui se fait frapper, il vit une injustice. Quelqu'un qui se fait tuer, il vit une injustice. Et je ne supporte pas l'injustice. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier, pour mettre un petit peu de justice dans l'injustice. Plus personnellement ? Plus personnellement, j'ai suivi des études à Montpellier. Et après mon cursus universitaire, je suis rentré dans le privé, j'ai fait 12 ans dans la grande distribution, j'étais chef de rayon, chef de secteur, mais je ne trouvais pas de sens à mon métier. Je trouvais c'est bien de vendre des produits, j'achète des boîtes de conserve et je le revends un peu plus cher, mais je ne trouvais pas une réelle utilité. Et en faisant un métier de policier, là j'ai vraiment senti que je pense pouvoir servir à quelque chose. Est-ce que vous avez eu des expériences personnelles avec la police ? Bien sûr, quand on a tous été jeunes. Moi, je roulais en scooter sans casque, je faisais du bruit, je prenais un sens interdit, et les policiers m'arrêtaient, ils me disaient, je me suis fait verbaliser. Je roulais avec mon frère à deux. À l'époque, le passager devait avoir moins de 14 ans. On avait 16, 17 ans, on roulait à 2, voire 3 sur un scooter. Bien sûr, j'ai eu des problèmes avec la police, mais c'est pas pour autant que j'en veux pas, ils faisaient que leur métier. Qui travaille avec vous ? Alors, au commissariat de Sète, nous sommes 140 policiers à peu près. J'ai à peu près 80 effectifs sous mon autorité. Et le reste, ce sont des policiers en civil qui font du judiciaire. C'est des enquêteurs, en fait. Quelles sont les qualités pour exercer ce métier ? Alors, je pense que pour exercer ce métier, il faut déjà avoir une bonne honnêteté envers soi-même. Ça veut dire qu'il faut être... D'accord, il ne faut pas être trop remonté dans la tête, savoir j'y vais pas. Quand on s'engage dans cette voie, il faut vraiment être engagé et il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, il faut être profondément honnête. Je veux dire, vous savez, des fois, vous allez arriver dans des circonstances où vous avez de l'argent, vous allez sur un cambriolage, vous allez dans un magasin qui vient de se faire cambrioler, il y a de la marchandise, il y a de l'argent. Il faut être profondément honnête et ne pas taper dans la caisse. Vous touchez à rien et tout ça appartient à celui qui s'est fait voler, pas à vous. Vous voyez, je pense que l'honnêteté, c'est important. Et puis surtout avoir un petit peu d'humanité, se mettre un petit peu d'empathie, se mettre un petit peu à la place des victimes, dire que ça pourrait être votre mère, votre sœur, ou etc. Et se mettre dans la situation que ça peut pas arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver dans votre famille aussi. Est-ce dur psychologiquement ? Alors psychologiquement, je dirais qu'on est avant tout des êtres humains comme tout le monde. Il nous arrive d'avoir des fois des coups de blues, etc. C'est là où la solidarité entre collègues est importante. Mais c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est cloisonner sa vie. C'est-à-dire que ramener les problèmes du travail à la maison, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a quitté le travail, il faut oublier et reprendre la vie de tout le monde. Moi, je suis papa, j'ai des enfants, je suis comme tout le monde, je suis marié. Et quand je suis à la maison, je suis plus policier. Je suis un papa et j'oublie tout ce que j'ai fait dans la journée. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si vous ramenez les problèmes à la maison, et c'est comme ça que ça amène un petit peu. Parce que malheureusement, au quotidien, on vit... les drames, on vit des accidents de la route, on vit toute la misère du monde, on la vit tous les jours. Mais ce qu'il faut, c'est pas la ramener à la maison. Voilà. Quels sont les diplômes pour accéder au métier ? Pour faire gardien de la paix, le baccalauréat est requis actuellement. Il faut au minimum le bac. Ceux qui n'ont pas le bac peuvent commencer comme cadet de la République, après adjoint de sécurité. Et là, on a un concours interne sans condition de diplôme pour pouvoir rentrer dans la police. Mais si vous venez de l'extérieur, vous avez le bac, vous pouvez rentrer. Sans le bac, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, ce qu'il peut faire, c'est faire un emploi jeune, comme policier adjoint.
vous connaissez le métier et à l'intérieur, on vous aide à pouvoir accéder au concours et pouvoir réussir et entrer en école de police. Ensuite, pour officier, c'est minimum bac plus 3, il faut une licence. Et pour être commissaire de police, il faut bac plus 5, c'est un master. Voilà. Quelles sont les contraintes du métier? Alors, comme vous savez, le service de police, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc vous pouvez travailler 2 jours, 2 nuits, très tôt le matin, très tard le soir. Bon, par vacation, bien sûr, vous avez des jours de repos, mais disons que c'est du H24 et il faut être disponible. Voilà, je veux dire, on peut aller vous demander le lendemain pour aller arrêter des gens à 6 heures, c'est l'heure légale. Donc il faut se préparer, se lever à 4 heures du matin et aller chercher. Ou pour finir tard une enquête, s'il y a des gens à qui on leur a fait des misères, il faut aller les secourir, quelle que soit l'heure. On ne regarde pas l'heure quand on est à la police. Est-ce que c'est compatible avec une vie privée? Vous savez, vous avez les pompiers, vous avez les médecins, les urgentistes, tous les métiers, les infirmiers, tous ces métiers qui sont au service du public. C'est difficile puisque des fois on travaille un dimanche sur 3, des fois les week-ends ou le Noël, parce qu'on a ou Noël ou Nouvel An. Noël par exemple, au lieu de le passer avec les enfants, on le passe au commissariat avec ses collègues de travail. Mais bon, il y a des métiers où il y a d'autres contraintes. C'est pas, vous travaillez dans un sous-marin pendant 4 mois, vous êtes dans la mer. Hein. Je veux dire, la police, c'est pareil. Vous travaillez dans une brigade, on doit se plier aux contraintes du métier. C'est vrai, il arrive que des fois, des familles de policiers, ils sont tellement harcelés qu'ils sont obligés de déménager. Ça arrive, je vous cache pas. Mais en règle générale, on essaye d'être discret, c'est-à-dire qu'on essaye d'habiter dans une ville en dehors de laquelle on travaille. Oui, moi-même, je travaille à 7, mais je n'habite pas à 7. Comme ça, je suis tranquille. Pouvez-vous nous raconter votre pire ou votre meilleur souvenir dans votre travail? Alors, mon meilleur souvenir, nous sommes appelés sur un enfant qui s'étouffe. Il a avalé une cacahuète. Ça a l'air anodin, mais il a failli mourir. Et donc, on nous appelle, on a pris tous les risques, j'ai brûlé tous les feux rouges, j'ai demandé à la radio de nous ouvrir leurs urgences. L'enfant était déjà presque mort, puisqu'il était déjà tout bleu, il était en arrêt respiratoire. On n'arrivait pas à lui faire sortir la cacahuète. Dans la voiture, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et quand on est arrivé à l'hôpital, le bloc l'a pris en charge et ils ont pu te sauver. Donc le fait d'avoir sauvé la vie d'un enfant qui avait mangé une cacahuète, c'est ridicule à dire, mais moi c'est la plus grande des satisfactions. Pour le pire, ce qui est pire pour un policier, c'est d'annoncer la mort de quelqu'un à la famille. On le fait jamais par téléphone, on se déplace. Puis quand vous arrivez chez les personnes en leur disant j'ai une mauvaise nouvelle, que votre famille, votre père et votre mère ils sont tués parce que l'avion il s'est crashé et que vous n'avez ni père ni mère, que vous avez devant vous 2 orphelins, ça c'est le pire souvenir. Voilà ce qui arrive, ce qui peut nous arriver en tant que policier. Quels sont les inconvénients de ce métier? Alors, moi je pense que le premier inconvénient, c'est ce qu'on appelle la popularité. C'est vrai que les gens n'aiment pas les policiers, je ne sais pas pourquoi, c'est à la mode. On dit, les keufs, ils nous font chier. C'est les empêcheurs de tourner en rond, c'est les pères fouettards. C'est vrai qu'on n'aime pas les policiers. Chaque fois que moi je vais dans un endroit, oui, mais je me suis garé correctement, on m'a mis un PV. Ils voient que ça, en fait, les gens. Ma voisine, elle fait chier son chien devant chez moi. Que fait la police? Comme si on était responsable de tout et de rien. Donc je pense que l'inconvénient, c'est le manque de popularité. Mais bon, il y a des gens aussi qui aiment bien la police. Il n'y a pas que des gens qui n'aiment pas la police. Mais c'est vrai qu'aussi, chez nous, chez les policiers, des fois, il y a des gens qui sont un peu maladroits, ils ne savent pas trop parler aux gens, et après, ils ne comprennent pas pourquoi on ne les aime pas. Mais aussi, vous savez, les torts sont partagés. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas sympas des deux côtés, des gens qui ne nous aiment pas, mais aussi des gens policiers qui sont antipathiques. Ça arrive. Hein. Moi, je suis sympa, mais il y en a d'autres qui sont antipathiques. Quels sont les avantages de ce métier? Alors, les avantages, si vous entendez avantage par avantage matériel, on est sûr d'être payé, on est fonctionnaire. Quand on va demander un crédit, on nous le donne, parce qu'il dit c'est sûr qu'on va être payé. C'est pas comme un artisan ou quoi, qu'il va gagner. On sait que tous les mois, ça va tomber, tous les fins de mois, ça va tomber. Ça, c'est un avantage. Tu as la sécurité de l'emploi. Du jour au lendemain, il faut vraiment faire une grosse bêtise pour être viré, mais tu n'es pas viré. On n'est pas sujet à la conjoncture économique. Je veux dire, il y aura toujours des voleurs, donc il y aura toujours du boulot pour nous. Hein. Heureusement ou malheureusement, on n'arrivera pas à arrêter tous les mots de la société, les mots MAUX, pas tous les mots MOT. Donc on aura toujours du travail. Et l'avantage aussi, c'est que
on a le sentiment, une fois qu'on a fini la journée, on peut avoir le sentiment d'avoir été utile dans la journée, au moins une fois dans la journée. Comment vous choisissez les priorités des affaires à traiter? On prend un petit peu les priorités judiciaires. Le crime, le délit, la contravention. C'est-à-dire quand c'est une affaire qui relève du crime, c'est-à-dire un viol, un assassinat, quelque chose de criminel, c'est la priorité. Ensuite, le délit, un feu rouge, il a grillé un feu rouge, il roule en état d'ébriété, c'est un délit routier, ou alors il a fait un trafic de stupes, ça c'est un délit, ça passe. Et le contraventionnel, bon là, on met le PV, mais vous voyez, dans l'ordre de gravité, c'est ça, c'est crime, délit et contravention. Enfin, à mon sens. Pourquoi la police, elle s'acharne toujours sur les jeunes? Rassurez-vous, c'est pas uniquement sur les jeunes, mais parce que les jeunes sont moins malins que les anciens. Les vieux bandits, ceux qui ont les pires, c'est ceux qui ont des cravates et des costumes et qui vident les comptes en banque des honnêtes gens. Mais les jeunes, pourquoi on s'acharne pas dessus? C'est que les jeunes sont déjà moins futés. Je vais vous expliquer une anecdote. Vous savez, les vieilles carpes, quand vous les pêchez, celles qui ont plus de 100 ans, qui ont connu Marie-Antoinette, autour du château de Versailles, ces vieilles carpes, pour les attraper, il faut mettre l'hameçon au 5e maïs. La jeune carpe, elle arrive, vous mettez l'hameçon au premier maïs, elle goûte, clac, elle se fait attraper. La vieille carpe, il faut qu'elle goûte le premier maïs, deuxième maïs, et au 5e, elle voit qu'il n'y a toujours pas l'hameçon, et elle gobe, et c'est comme ça que vous l'attrapez. Et c'est un petit peu ça avec les jeunes. C'est beaucoup plus facile pour nous d'attraper des jeunes que des filous, que des gros bandits de grand chemin. Est-ce que vous avez des dossiers sur les gens? Alors, je ne vous cacherai pas qu'il y a des dossiers sur des gens extrêmement dangereux. 80% de la population ne sont pas fichés. Mais c'est vrai que des gens qui ont fricoté un petit peu avec le terrorisme, avec des sectes, avec des gens qui peuvent être dangereux pour l'ordre public en général, ces gens-là, on a des dossiers, c'est obligé, pour pouvoir suivre. Ou alors des mouvements comme les Black Blocs dans les manifestations, vous avez des gens qui viennent tout casser, etc. Ces gens, on essaye de monter des dossiers sur eux, parce que comme ils réitèrent leurs actions, et ça nous permet de leur trouver un historique, et pouvoir les arrêter et anticiper ce qu'ils vont faire, s'ils vont tout casser dans une ville ou quoi. Est-ce que vous travaillez sur des dossiers de harcèlement au collège? Alors oui, quand ça fait suite à une plainte, c'est-à-dire qu'avant de commencer toute enquête de police, il faut qu'il y ait une plainte. Tant qu'il n'y a pas de plainte, on ne peut pas entraîner une enquête. Ça commence comment? Vous avez un collégien, un lycée, un enfant qui est harcelé par ses camarades, seul ou en réunion, c'est-à-dire que vous avez un harceleur ou de multiples harceleurs, et dans ce cas-là, il va en parler à son chef d'établissement. Le chef d'établissement, lui, il va dire, bon écoutez, là je vais essayer de régler ça au niveau du collège ou du lycée, mais si j'arrive pas à régler ça, conseil de discipline, etc., convocation des parents, etc., des fois ça s'arrête là, et c'est très bien. Malheureusement, des fois ça s'arrête pas là, ça suffit pas. Il est convoqué par le chef d'établissement, mais ça continue, l'harcèlement continue, ça peut être du harcèlement, ça peut être suivi de raquettes, ça fait partie, vous savez, le harcèlement c'est psychologique, ça peut être un peu physique, on y met quelques claques, on lui parle mal, on se moque de lui, on le raille, c'est le bouc émissaire c'est la victime en fait, toute choisie, et tout le monde peut être victime. Il suffit que vous êtes tout seul, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent se mettre contre vous, comme on vous dit chez vous, vous faites hagar, on va lui faire la misère, et bien c'est ça le harcèlement. Le harcèlement il commence par ça, c'est-à-dire vous avez un auteur qui a un ascendant psychologique sur sa victime, et vous allez avoir 2 ou 3 qui vont se mêler, et puis au début, les co-auteurs, les copains qui viennent harceler, ils ne se rendent pas compte, c'est un jeu, on rigole, tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte des dégâts psychologiques sur la perte de confiance, la perte d'estime de soi de la victime. Et cette victime, après, elle commence à perdre les pédales, commence à avoir peur. Et on le voit, pourquoi? Souvent, ça commence par de l'absentéisme. Elle ne veut plus aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école. En fait, c'est pas l'école qui lui fait peur. C'est des harceleurs la victime ne veut pas rencontrer ces harceleurs. C'est quoi les sanctions pour les ados? Alors, en termes d'harcèlement, si c'est avéré, matérialisé, si l'harceleur, parce que l'harceleur, il peut être mineur, mais il peut être majeur, ça peut être un grand, hein, ça peut être un gars de 18-20 ans qui vient harceler une gamine de 12 ans à l'école. Mais les peines sont différentes. Si c'est un mineur, il encourt 15 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. L'harcèlement qui est... en plus, dans un établissement scolaire, est aggravé. C'est une circonstance aggravante de le faire à l'intérieur d'un établissement scolaire. Est-ce que vous faites de la prévention?
Alors, la prévention, on essaie d'en faire partout. On essaie d'en faire dans les collèges. Moi, je fais surtout de la prévention sur les risques des réseaux sociaux. Parce que le harcèlement, on parlait du harcèlement tout à l'heure, mais le harcèlement, il peut être aussi sur les réseaux sociaux. Vas-y, envoie-moi ta photo à poil. Et après, dis, bon, si tu me fais plus ta photo, je vais diffuser ça sur le réseau, donc j'en veux plus. Montre-moi ci, montre-moi ça. Oui, c'est de la cybercriminalité, en fait. C'est de la criminalité sur les réseaux, sur les téléphones. Et parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est quand vous faites un Snapchat, votre photo, votre image ne vous appartient plus. Elle est hébergée sur des serveurs qui sont en Asie, en Thaïlande ou quelque chose, et votre photo n'existe plus. Après, on ne sait plus ce qu'elle va devenir, votre photo. Elle va peut-être partir aux États-Unis, sur des réseaux pédophiles ou quoi, on ne sait pas. Vous ne contrôlez plus votre image, en fait. Est-ce que c'est vrai que vous avez tous les données téléphoniques qu'on a? C'est-à-dire les données téléphoniques. Qu'on a sur nos téléphones, par exemple, quand on parle au téléphone, sur écoute. Si vous êtes dans le trafic de stupéfiants, c'est normal. On ne peut pas mettre 77 millions de Français sur écoute, c'est pas possible. Par contre, si on a des doutes que vous faites du trafic, qu'on va vous arrêter, on vous met sur écoute, et puis le jour où ça tombe, vous ne comprenez pas, ça arrive le matin, à 6 h, on casse la porte, et vous avez les menottes au poignet, mais ça fait des mois qu'on vous écoute. Est-ce que vous travaillez dans le quartier de l'île de Thau? Alors oui, je travaille dans le quartier de l'île de Thau. Alors à l'île de Thau, c'est un peu comme chez les policiers. À l'île de Thau, il y a 90% de gens très très bien. Des gens qui n'ont pas le choix d'habiter à l'île de Thau d'ailleurs. C'est une magnifique architecture. Il y a une marina. Si c'était, on aurait dit Saint-Tropez. Vous pouvez venir en bateau, garer votre bateau et monter dans les immeubles. Au Sardinage, je parle à la place Saint-Chol, tout ça. Vous savez, c'est un endroit, ça pourrait être super sympa. Malheureusement, on a regroupé des problèmes de voisinage, des problèmes de sociabilité, des problèmes de drogue. Et si vous voulez, la délinquance a pris racine à l'île de Thau, malheureusement. À Sète, il y a aussi un petit peu, dans le centre-ville, on a un petit peu des problèmes, mais c'est plus discret. Mais l'île de Thau, vous avez des chauffeurs, vous les connaissez, ceux qui crient « Ara » là, « Ara, Ara ». Et quand on arrive en voiture, ils nous crient « Ara », ça veut dire « Vite, vite, ils arrivent ». Et nous, bon, on attrape les chauffeurs et on attrape ceux qui vendent de la drogue. Et puis, vous savez, ceux qui consomment de la drogue, malheureusement, c'est un fait de société. C'est tout le monde qui consomme de la drogue maintenant. C'est-à-dire que vous avez des gens de toutes les classes sociales. La mère de famille avec sa poussette qui va demander sa drogue. Le gars qui fait son jogging, qui a besoin d'un petit remontant, il va prendre un peu de cocaïne. Vous voyez, on a tous des gens. Et le problème, c'est que la drogue, c'est pas bon pour la santé et c'est interdit surtout. Donc nous, on arrête les gens qui font des activités interdites. Et vous faites quoi aux chauffeurs? Alors, au chouf, on leur chauffe les oreilles. Déjà, on les attrape, on les ramène au commissariat. C'est un délit d'entrave à l'action de la police. Le fait de chouffer, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un réseau de trafic de stupéfiants. Donc, en faisant le chouf, il gagne à peu près 150 € par jour. Donc, en fait, il fait le chouf, mais quand nous, on arrive, il avertit ses copains qui vendent de la drogue pour qu'ils puissent planquer la drogue et tout ça. Mais bon, par notre système d'intervention, on arrive à attraper les choufs et les vendeurs. Donc personne ne s'échappe. Si vous chopez le charbonneur, quelle sanction aura-t-il? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il est mineur ou il est majeur? S'il est majeur, il morfle. Il prend plus. S'il est mineur, c'est le juge des enfants qui va décider. Mais bon, quand il commence déjà à être dans ce milieu-là, il commence au petit peu. Quand tu commences à travailler dans le milieu de la drogue, tu peux plus avoir un travail normal. Parce que déjà, tu n'as plus les mêmes horaires, tu te lèves à midi, tu as la tête en vrac, tu n'as plus envie de travailler, parce que l'argent est facile. Le problème, c'est que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, l'argent, c'est difficile à gagner, donc c'est facile à dépenser. Est-ce que vous avez déjà fait une perquise à la ZUP? Eh oui, je connais tous les appartements de la ZUP, bien sûr. On a fait des perquises, ouais. Et souvent, on va les perquis chez les parents, et les parents, ils sont effondrés. La maman, si vous voulez faire pleurer vos mères, vous faites pleurer les mères. Et les mères, on est obligé de retenir les mères qui vont frapper leurs enfants. Que si tu me ramènes la police à la maison, là, elles prennent la savate et elles les frappent. Et que si vous voulez... Alors on est obligé de retenir la mère. Nous, on ne peut pas les frapper, les enfants. Mais eux, les parents, ils frappent leurs enfants en disant « Tu ne me ramènes pas la police tous les 2 jours ». Et c'est un drame. Et puis c'est la chouma pour la mère. Vous savez ce que c'est, la chouma? Eh oui. Vous dites que c'est de l'argent facile, mais vous le voyez comment que c'est de l'argent facile? L'argent facile,
Tu vois comment ils consomment. Déjà, ils ont les survêtements Lacoste, les chaussures, la façon comment ils sont habillés, tout ça. C'est pas leurs parents qui leur achètent des Nike requins à 150 €. C'est pas possible. Parce que déjà, la mère, elle est au RSA, elle n'a pas d'argent. Et le fils, il arrive, il a 500 € sur lui, 700, 800 €. Quand tu as 14 ans, tu as 800 € sur toi en argent de poche. Ça fait beaucoup. Ça faut trouver que c'est un peu de l'argent facile. Moi, je les ai pas, 800 € dans la poche. J'ai 20 € peut-être. Voilà. Donc, c'est ça qu'on dit l'argent facile. C'est-à-dire que le gamin, tu le trouves, il a 7000 € sur lui. Il y a un problème. Monsieur, vous contrôlez souvent aussi. Sur le territoire national, toute personne qui se situe sur le territoire national doit pouvoir prouver son identité. C'est la loi, c'est l'article 78 du Code de procédure pénale. Donc, vous devez, si vous n'avez pas de pièce d'identité, on peut vous amener 4 heures en vérif. C'est normal. Il faut quoi comme papier? Alors, il faut tout document qui puisse prouver votre identité. Vous avez une carte bancaire, une carte de sécurité sociale, vous avez un pass Navigo, un pass pour le bus, vous avez un abonnement, vous avez votre carte de collégien. Tout ce qui peut prouver votre identité, nous on prend. Il suffit, comme ça enlève le doute. Parce que quand le gars il dit je m'appelle Jacques Durand et qu'on voit que sur la carte de collégien c'est Mohamed, etc. Donc du coup on voit carrément qu'il ne s'appelle pas Jacques Durand. Monsieur, est-ce que vous êtes déjà passé sur la quête d'action? Oui, je suis passé en quête d'action sur la brigade de chemin de fer, sur des contrôles dans les trains. Ouais. À l'époque, j'étais jeune. Hein. Vous n'allez pas me reconnaître. Il y a toujours un Chinois, mais il est jeune. Est-ce qu'il faut être bon en français pour travailler dans la police? En fait, bon en français, je pense qu'il faut être bon partout. Il faut être bon dans le langage, surtout dans l'écrit, parce qu'en fait, les procédures sont lues par des magistrats. Et quand vous expliquez ce qui s'est passé, il faut expliquer par écrit, comme si vous racontiez dans un livre une scène. Il est arrivé, il a pris son bras gauche, j'ai pris sa main droite pour le tirer au sol. Donc c'est vraiment c'est très descriptif et ça permet au magistrat, quand il est la procédure, de revivre, de voir le film et de prendre les bonnes décisions. Si par exemple le gars il s'est rebellé, pourquoi il s'est rebellé, comment il s'est rebellé, il a montré qu'il n'était pas en accord avec nous pour venir avec nous. Donc on doit écrire parfaitement et éviter les fautes d'orthographe parce que ça fait pas très sérieux quand vous écrivez aussi mal que celui que vous interpellez, c'est pas bon quoi. Sur quels faits divers locaux vous avez travaillé? Alors, est-ce que vous connaissez Escala 7? Eh ben voilà, j'ai travaillé sur la grande organisation, la sécurisation de Escala 7 où des fois on avait des journées à 60 000 personnes et vous savez c'est pas simple d'assurer la sécurité de 60 000 personnes. Vous avez beaucoup des gens qui font des malaises, des personnes âgées, il fait très chaud, des gens qui viennent voler, des gens qui viennent foutre la merde, notamment les gens de l'île d'Auto, non je déconne. Ils viennent, ils boivent un peu trop d'alcool et puis après ça part en bagarre. C'est des événements qui peuvent arriver sur l'Escala 7. Monsieur, un jour, est-ce que vous étiez déjà en course-poursuite et vous avez fait un accident avec la voiture que vous poursuivez? Nos pilotes, par exemple, en BAC, en brigade anticriminalité, on a des pilotes, on a des stages de pilotes grande vitesse, c'est-à-dire véhicules rapides. Donc, ils conduisent très très bien. En règle générale, quand on fait une chasse, c'est un petit peu déconseillé. En règle générale, c'est la personne qui est chassée qui se fout en l'air tout seul. Et nous, derrière, on arrive, clac, on le pince, ou alors, une fois qu'il a éclaté la bagnole, il part en courant, et là, on l'attrape en courant. Monsieur, vous avez déjà été agressé? Bien sûr, oui. Mais bon, force doit rester à la loi. Hein. Si on se fait agresser, on est obligé de répondre, c'est obligé. Avant d'être policier, j'étais aussi militaire. Et on appelle ça le sacrifice ultime. C'est-à-dire que vous partez au combat, vous savez que vous pouvez y rester. Moi, quand je pars le matin, j'aimerais bien revoir mes enfants le soir. Sacrifier sa vie, personne ne veut la sacrifier, sa vie. C'est une connerie. Je ne veux pas me tuer. Pourquoi faire parce que le gars il roule pas sans casque, on va courir derrière lui, on va faire une chasse avec un 2 roues, ça en vaut pas la peine. Que ce soit la vie humaine d'un voyou ou la vie humaine d'un policier, il n'y a rien de plus cher qu'une vie humaine. Donc je ne suis pas prêt à mourir pour mon métier. Et monsieur, est-ce que vous avez peur quand vous rentrez dans des quartiers? Moi, celui qui vous dira j'ai pas peur, c'est un menteur. Mais la peur, ça se maîtrise, et la peur, ça se domine, et surtout, ça se travaille. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, vous entraînez, vous arrivez à vous entraîner avec des équipements, on a des flashballs, on a nos armes. Je veux dire, vous avez des gilets pare-balles. Je veux dire, qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous savez, nous, on a ouvert des portes en face, il y avait des kalachnikovs, on n'est pas mort pour autant. Hein. Quel salaire peut-on espérer en exerçant ce métier? Alors le salaire de base d'un gardien de la paix, puisque maintenant ils sont passés en catégorie B de la fonction publique, A+ étant la plus élevée. Un fonctionnaire de gardien de la paix de base, il commence à peu près 2200 €.
Et un officier, il est aux alentours de 3 000 euros. Et un commissaire de police, ça commence entre 4 000 et 5 000 euros par mois. Est-ce que vous nous conseillez ce métier ? Alors, si vous voulez le faire, je vous encourage. Mais je pense qu'il faut vraiment, c'est pas une décision à la légère. C'est un peu comme si vous voulez aller rentrer dans l'armée ou chez les pompiers. Si un jour vous êtes sur la grande échelle et puis vous voulez pas aller dans un immeuble en feu, là, policier, c'est pareil. Si vous êtes policier, il faut s'engager. Et s'il faut aller sauver la veuve et l'orphelin, comme on dit chez nous, il faut y aller. Mais il n'y a pas de problème. Monsieur l'officier de police, merci d'avoir répondu à une question et au revoir. C'est moi qui vous remercie de l'attention et de l'intérêt que vous nous avez porté. Et puis j'espère que vous ferez une bonne scolarité. Et voilà, bon avenir à vous. C'était le capitaine Romero de la police nationale de Sète, au micro des élèves de la web radio du collège Jean Moulin de Sète, dans le cadre des territoires numériques éducatifs.